Nous vous remercions de votre présence ce soir. Donc, comme Philippe l'a exprimé, effectivement, François Boiron fait partie de cette génération des aînés qui ont contribué au renouveau de la peinture figurative française, avec d'autres artistes, dont Philippe Cogniet et Denis Laget, qu'on invitera aussi lors de nos prochaines rencontres. Et ils ont été effectivement des jalons, soit en tant que professeurs aux Beaux-Arts ou simplement comme accompagnateurs, regardeurs, collectionneurs parfois aussi, par rapport aux générations qui ont précédé, dont fait partie effectivement Madeleine Roger-Lacan et aussi Marion Bataillard, que tu connais, François. Donc tout ça, c'est une grande famille, telle que l'a illustré l'événement au musée d'Orsay le jour des peintres, où tous les artistes de toutes les générations étaient conviés. Et donc ces paroles d'artistes sont un petit peu là pour donner la parole en fait à différents artistes de différentes générations et essayer de plonger dans les univers de chacun et de comprendre un petit peu les cuisines et l'évolution des œuvres et les cuisines d'atelier. Par rapport à Madeleine et à Marion, ce que je disais à François, bon là ce qui est intéressant, c'est de faire des rencontres avec des peintres qui ont plus de 40 ans de peinture. Évidemment que l'intérêt c'est de parcourir un petit peu l'évolution de l'univers et de comprendre un petit peu ses secrets d'atelier et qu'est-ce qui a guidé le désir du peintre pendant si longtemps et quels sont les fils rouges aussi qu'on peut tirer et voir la singularité dans l'évolution et dans la diversité des techniques, parce que c'est vrai que François, en 40 ans de carrière, tu as quand même bien exploré, baroudé différents chemins dans les outils que tu as utilisés, avec toujours quand même cet attachement à l'observation du réel, cet attachement au figuratif, à la question du réel en fait, de comment regarder le réel, comment le dévoiler. Et tout ça commence du coup dans les années 80. Donc je pense que donc j'ai choisi des images qui sont un peu représentatifs des différents moments, des différentes périodes de l'artiste et des différentes séries qui me semblaient importantes dans cette évolution pour pouvoir discuter avec François de ce parcours. Alors bien sûr, j'ai commencé par les années 80, mais qui sont finalement qui commencent aussi dès la fin des années 70. Et volontairement, j'ai choisi des œuvres aussi, donc vraiment des tout débuts pour mesurer l'évolution du travail. Parce que sur les années 80, donc je pense que vous ici, présents, on a tous en tête effectivement la présence de François dans ce qu'on a appelé la figuration libre, qui a été un mouvement très important en France pour la question justement du renouvellement de la peinture figurative, puisque c'est un mouvement qui s'est développé à un moment où en France, dans les années 70, on a quand même une forme de domination de l'avant-garde, de l'idéologie avant-gardiste, de pratiques qui sont très conceptuelles, donc très minimalistes et volontiers tournées vers l'abstraction. Donc forcément, des artistes, donc François Boiron, Robert Combas, Di Rosa, qui arrivent comme ça tout jeunes sur le devant de la scène, avec une proposition très colorée, très figurative, qui a en plus le désir de réactiver la tradition, mais à l'aune de l'apport des cultures populaires, qui fait exploser en fait le champ des hiérarchies. Forcément, ça fait comme un pavé dans la mare. Donc on se souvient tous de cette période qui a beaucoup compté dans l'écriture de l'histoire de la peinture figurative française. Ceci étant dit, François, ce que j'aimerais ce sur quoi tu reviennes, c'est un petit peu, tu vois, quand on regarde les œuvres de la fin des années 70, avec les œuvres qui suivent, je pense à ce type de travail où là, la fin des années 80, on voit qu'il y a une évolution en fait dans ta manière de peindre qui arrive. Et en fait, on parle souvent, quand on parle de figuration libre, je pense que c'est le cas aussi pour Robert Combas, à tort d'ailleurs, on évoque souvent la question de l'apport de la culture populaire et de la bande dessinée. Tu vois, pour ces premières œuvres, on a l'utilisation des cases, l'utilisation de l'écriture. Le fait d'être cerné aussi.
Enfin, dans l'écriture, le fait d'utiliser le cerne, absolument. Enfin, ça, c'est directement inspiré de la bande dessinée. D'ailleurs, c'est des personnages de bande dessinée, un peu là, les deux en haut à gauche, là, je me souviens plus, puis ça, c'est Yoko. Enfin, je me rappelle plus des noms, mais c'était des personnages de bande dessinée. Ça. Donc, il y a à la fois une impulsion de la bande dessinée que tu retrouves du coup, mais c'est intéressant de voir l'évolution, tu vois, sur les premières œuvres. Enfin, là, c'est vraiment, là, je suis encore 79, j'ai 20 ans. Enfin, je suis même pas, enfin, je dois être rentré aux Arts Déco, mais il s'est encore rien passé, quoi. Oui, c'est vraiment des œuvres que je fais chez moi de manière spontanée. Et l'idée, c'était de montrer justement ce cheminement et cette évolution. Et du coup, dans l'évolution de la composition, dans la façon de peindre, comment en fait, dans cette évolution, le musée imaginaire et en fait ton regard justement sur la peinture, tu vois, moi, quand on voit les intérieurs, on peut penser aussi à Matisse, le rapport à la couleur. Comment en fait cette histoire de la peinture, elle est venue nourrir ta culture, ce désir justement de renouer avec la culture populaire? Parce que la peinture, elle est... Non, c'était un peu les deux, mais enfin, on était enfin, moi, pour ma part, assez, pas très cultivé, il faut bien le dire. Enfin, moi, j'ai toujours aimé la peinture. Un de mes premiers un souvenir marquant, c'est la visite du musée d'art moderne assez jeune avec ma mère, où, en effet, d'un coup, ça m'a ébloui. L'art moderne en général, je sais pas, des sculptures de Calder, les fauvistes, tout ça, ça m'a tout de suite... beaucoup séduit, donc je m'y suis intéressé. Oui, l'art moderne, ça m'a en effet beaucoup séduit, mais à la fois à cette époque-là, le Louvre, pour moi, tous les tableaux me semblaient être pareils, je voyais pas la différence entre une école italienne ou nordique, tout ça, donc c'est venu petit à petit, quoi. Du coup, François, dans cette question de... C'est vrai que je suis passée direct aux années 80, et je voulais commencer... J'aime bien commencer à l'enfance de la pratique chez un peintre. Tu parles de ta mère. En fait, du coup, il y a quand même la question aussi de cette gourmandise pour les images, qui est sans doute liée au fait que ton père était réalisateur, ta mère scénariste. Comment ça se passe, la déambulation de toi, enfant, sur les plateaux? Tu as des souvenirs, des choses qui ont impulsé? Oui, bien sûr. C'était forcément très, très fascinant, puis amusant. Mais enfin, bon, le cinéma, c'est assez particulier. Ça m'a... Autant... Enfin, moi, je trouvais ça bien, justement, de prendre une voie différente, de pas... Et de manière autonome un peu. Mais enfin, c'est sûr que mon père, il dessinait, donc ça, c'est lui quand je me vois dessiner avec lui, enfant, il m'a appris un peu les règles de base de la perspective, tout ça, c'était... Puis en effet, il y avait des livres de peinture qui traînaient à la maison, l'école de Barbizon, par exemple, je me souviens, ce beau livre, super. Je me vois faire des petites copies, j'avais reproduit la femme à l'arrêt verte de Matisse. Je l'avais donné à Di Rosa, mais il l'a perdu, ce salico. Ah oui, c'est dommage. Bon, enfin bon, c'est pas une perte très importante. Mais enfin, donc voilà, j'arrive à... Et en fait, le choix le désir de devenir peintre, finalement, il se pose à quel moment? Il était doucement. Moi, franchement, je n'étais pas très sûr de moi. J'étais plutôt quelqu'un d'introverti. Enfin, d'ailleurs, je le suis toujours. Mais enfin, un peu moins, je me détends avec l'âge. C'est l'avantage de vieillir, c'est très sympa. Mais enfin, à 20 ans, j'étais à moitié autiste. Il fallait vraiment me tirer les verres du nez, tout ça. Et je pensais pas... Après le bac, moi j'avais fait un bac scientifique, la psychiatrie, je sais pas pourquoi, enfin aussi je sais pas pourquoi, pour des raisons familiales, mais enfin ça m'intéressait beaucoup, je trouve que c'était un domaine fascinant et qui qui pouvait évoluer, qui avait plein d'inconnus, tout ça. Enfin donc je me suis inscrit en médecine. Et puis là, bon, ça n'a pas fait des étincelles, il faut bien le dire. Au bout de 3 mois, je ne foutais pas grand-chose. Et donc mon père m'a gentiment proposé de m'inscrire dans un atelier préparatoire, à Pédingen en l'occurrence. Et donc j'y ai passé 6 mois et j'ai passé à la fin de l'année, il y avait les concours et j'ai eu
j'ai eu le concours des Arts Déco, c'est très sympa. Je suis rentré dernier, mais je suis rentré quand même, c'était super. Et puis donc là, mais enfin là, à l'époque, je vous dis, je sais pas ce que je pensais devenir, illustrateur, faire de la bande dessinée peut-être. Enfin, j'avais pas d'a priori, et encore moins faire de la peinture. Pour moi, c'était... Il fallait entendre... Enfin, je trouvais que c'était... Enfin, ça aurait été un rêve merveilleux, mais je pensais qu'il fallait entendre des voix comme Jeanne d'Arc pour oser se lancer là-dedans. Mais enfin, donc je rentre aux Arts Déco, puis là, à la rentrée, je rencontre... Enfin, j'étais un peu paumé, tout ça, puis il y avait un autre paumé aussi dans la promotion, c'était Hervé Di Rosa. On a eu un coup de foudre amical. Donc on s'est beaucoup, on s'est plus quitté. Et Hervé, il m'a, la première année, donc on est devenus très proches. Je suis allé le visiter dans sa ville de Sète, et c'est là aussi où j'ai rencontré Robert Combas. Et ils étaient, il y avait vraiment une émulation incroyable dans cette ville où il y avait en effet des gens qui faisaient de la peinture. C'était pas si courant. Moi, je venais plutôt d'un milieu un peu, enfin privilégié. Mes parents étaient en effet faisaient du cinéma, donc on vivait dans un confort. Enfin, c'était sympa. Puis là, justement, c'était des rencontres avec une autre culture, tout ça. Et donc ça a été très, très important pour moi, quoi. Et puis donc là, nous, c'était très spontané, on faisait de la peinture comme d'autres jeunes auraient monté un groupe de rock. Enfin, c'était vraiment dans on aimait en effet la bande dessinée, les bazookas, enfin il y avait plein comme ça de mouvements, l'illustration japonaise, enfin des trucs un peu trash, un peu... Et sans se demander si c'était de la peinture ou de l'illustration, enfin toutes les choses étaient très ouvertes. Enfin, en tout cas, il y avait beaucoup d'appétit, Oui, et un télescopage voilà. Aussi avec les... Tu sais, je pense à la musique ou aux pochettes de disques, à l'idée qu'on pouvait aussi ouvrir les hiérarchies et que du coup, il n'y avait pas de grande œuvre et de petite œuvre. Oui, c'est vrai. Puis c'était la période... c'était le punk, donc... ça aussi, c'était important. On sortait d'une période comme ça, enfin en musique, où c'était le côté, enfin des musiques un peu très élaborées, un peu planantes et tout ça. Puis du jour au lendemain, il y a eu un vent de liberté où en effet des gens ont fait de la musique sans savoir jouer des instruments. Enfin, il y avait un côté super spontané. Puis nous aussi, c'était un peu, pour la peinture, c'était pareil. On s'est lancé vraiment sans avoir aucune base, quoi. Et à cette époque-là, tu sais, là tu parles du début des années 80, là par exemple on a une œuvre qui date de 1989, tu te souviens sur cette évolution, sur cette décennie, dans ta manière de peindre justement, tu parlais du CERN tout à l'heure, de comment tu fais évoluer en fait ton style et comment du coup, ce que tu regardes en termes de peinture à ce moment-là, ça te pose des questions. Ça évolue doucement, oui. Oui, c'est sûr que moi j'ai toujours été insatisfait, enfin j'ai toujours ressenti le besoin de maîtriser un peu mieux, de faire des progrès, donc ça aussi à partir de ce moment-là, au milieu des années 80, j'ai commencé à regarder plus de choses, à aller au Louvre régulièrement, tout ça, essayer de mieux contrôler, enfin de mieux maîtriser mon petit médium, quoi. Et du coup, dans cette évolution, fin 89, on a aussi en tête... Alors, je l'ai classé dans un autre volet, parce que je voulais l'apprendre après d'autres questions, mais là, j'y pense en discutant avec toi, par rapport du fait que tu parles du musée, en fait. Tu sais, il y a tout ce travail à la fin des années 90, où tu vas revisiter les grands poncifs de l'histoire de l'art. Donc là, on a le Gilles de Watteau, on va avoir le Déjeuner sur l'herbe qui revient à travers aussi le concert champêtre. Comment ça se passe justement, on est là complètement dans cette idée d'évolution de la peinture qui va se complexifier. On voit au début sur les premières œuvres, on a une composition qui est simple avec une répartition. Très basique. Et là, tu vas travailler. Il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est à la fois
le fait qu'il y a cette idée de superposition, de transparence de plusieurs images qui se télescopent. Non, ça c'est une série en effet, les transparences qui arrive un peu plus tard, c'est dans les... Ça doit être à la 96. fin des années 80, ouais, 90, tout ça. Oui. Auparavant, il y a un vrai passage au début. Bon, les premières toiles que vous avez vues, c'est très... Enfin, je m'inspire de ma vie, c'est presque comment est-ce qu'on dit en littérature, enfin, c'était enfin, je me sers de ma propre vie. C'est un récit autobiographique avec des éléments du quotidien. Oui, exactement, c'est ma vie quotidienne. Où ça joue un peu sur des petits symboles. Oui, c'est ça. L'intérieur, c'est toujours un peu des autoportraits, plus ou moins, enfin un peu stylisés. En effet, mon chat, ma table basse, tout ça. Enfin, ça raconte tout ça dans la vie à la maison, à l'atelier, tout ça. Ouais. Mais et après, il y a eu un petit tournant, c'est au milieu des années 80, je crois que c'est en 85-86, où j'ai commencé justement, j'en avais un peu marre enfin j'avais l'impression de tourner un peu en rond, et donc j'ai commencé sur une série qui était plus documentaire sur Paris. Tout d'un coup il m'a apparu que Paris, plus personne ne peignait depuis des années, enfin et même les photographes le photographiaient plus, Paris c'était lié en effet, soit Utrio, soit aux photographes réalistes. Oui, sur les rues de Paris, c'est une série. En fait, là, j'ai pris la série des télés et je pense que tu as les panneaux. Oui, après les panneaux de cours, ça. Mais enfin, au tout début, c'était encore dans le style des années 80, très stylisé. Ouais. Enfin, ça a été un tournant dans le sens où c'était, je veux dire, plus j'ai commencé vraiment à regarder. À prendre des photos aussi et à me documenter sur Paris et à essayer de montrer. Tout d'un coup, j'ai l'impression qu'en effet personne ne regardait vraiment. Paris était resté sur une image figée et qui ne ressemblait pas à ce que je voyais. Et donc il y a la question du document photographique qui se pose là à ce moment. Ça arrive à ce moment même. Parce que la question de l'outil, après, elle va devenir essentielle dans ton travail. Ouais, c'est vrai. L'utilisation de la photo, ça pourra être après plus tard Photoshop. Le numérique, surtout le numérique, ça a beaucoup changé. Et donc du coup, avant de parler des œuvres, je pense à l'utilisation de la caméra HD que tu as utilisée pour les uniformes, mais on y reviendra. Sur la question justement ça me semblait important de faire un sort à ça. Donc le fait de représenter, quand tu représentes les rues de Paris aussi, tu peux avoir souvent la représentation des affiches, la question en fait du détournement de l'image des médias, des publicités. Ouais. Et la façon dont en fait tu fais un sort, tu vois, je pense à la série des panneaux Decaux, les panneaux qui en fait autonome, ouais. Enfin, je trouvais ça assez beau tout d'un coup dans Paris. C'est un peu la métaphore de la peinture, c'est la fenêtre sur le monde. Et ces panneaux Decaux, à chaque fois, il y avait un truc assez fascinant dans le fait que c'était une image comme ça posée au milieu de la ville, mais aussi où la ville se reflétait dans le panneau, où à chaque fois j'apparaissais, c'était comme un petit autoportrait, il y avait mon reflet dans le panneau, là je le vois pas, mais je suis sûrement quelque part. À ce moment-là, pour cette série-là, quel est ton processus à l'atelier? Tu dis que tu utilises des photographies. Est-ce que tu fais des collages, des montages de plusieurs vues? Un peu, ça peut. Là, pour les panneaux Decaux, non, c'était pas la même, c'était à partir sûrement d'une seule photo. Mais enfin, c'était pas mal les panneaux Decaux, ils changeaient tous les mercredis, il y avait des nouveaux panneaux Decaux, donc je partais sur ma petite bicyclette et comme je partais à la pêche, en effet, des images qui me... Moi, c'est vraiment du niveau, les glandes salivaires, quand je vois quelque chose qui me fait saliver, que j'ai envie de peindre. C'est aussi... je réfléchis pas tellement avant, c'est plutôt après, il y a un truc qui se passe quand en effet j'ai commencé à peindre Paris, tout d'un coup en croisant une contractuelle à l'époque, elles étaient toutes bleues, c'était assez... Et donc il y avait d'autres gens, les gens des travaux publics qui étaient tout jaunes, les livreurs, enfin les réparateurs qui étaient tout rouges. Il y avait comme ça plein de... Puis
je pouvais le relier comme ça à des idées qui avaient traversé un peu les avant-gardes, un petit accident, me relier à Warhol, une devanture d'épicerie avec la toile rayée, un petit clin d'œil à Buren, tout ça. Enfin, c'était ce genre de petite plaisanterie qui m'animait. Mais à chaque fois, il y avait vraiment comme un petit... Et du coup, quand tu dis, tu parles de goût et de pêche, enfin, à la sensation, tu parles de photos et de travail après à l'atelier. Est-ce que ça t'arrivait de... Bon, j'imagine, comme tout artiste, des carnets, des choses comme ça, mais Ouais. est-ce que ça t'est arrivé aussi de travailler directement sur la sensation dehors, de saisir des paysages, des vues urbaines en direct? Dessin, ouais, moi le dessin, c'est capital pour moi. Enfin, j'ai toujours eu des carnets. Je commence un carnet, je marque la date au début, et je le finis, je marque la date de fin et j'en commence à nouveau. Mais enfin, c'est vraiment super important le dessin. Pour moi, c'est une base capitale. Et alors, du coup... Donc, c'est sûr qu'il y a forcément un truc de dessin dans les photos, les perspectives sont jamais très... Enfin, il y a forcément les lignes ne sont pas droites, tout ça, donc c'est important pour moi de refaire une petite composition qui soit très structurée par rapport à la peinture que je compte faire. Bien sûr, et on retrouve ça aussi dans les séries, tu sais, sur la télé. Ouais. Bon, là, t'as Journaux, 99. Et Ouais, les séries, les télé. Je trouvais que c'était intéressant parce que tu détournes l'image médiatique et publicitaire qui à l'origine, a des fins commerciales, utilitaires, je dirais, et donc où la lisibilité du message, elle doit être directe. Et toi, faisant peinture, tu vas au contraire travailler contre en fait l'image et brouiller la saisie, brouiller justement les perspectives, brouiller et donc sur la série des télés, c'est assez flagrant. T'as aussi tu te souviens, je l'ai pas là, mais où tu parles d'impressionnisme, le pointillisme. C'était un peu le cas quand Canal Plus en décodeur, ça donnait un peu l'impression d'un tableau en effet un peu impressionniste, ou quand la télé était déréglée, ça faisait un tableau abstrait. Entre chaque pub, il y avait aussi comme un monochrome, donc c'était marrant de revisiter toute l'histoire de la peinture à travers ce sujet des télévisions. Et il y a cette question justement de l'utilisation de la reproduction, mais de façon à critiquer. Je veux dire qu'il y a... la question de la reproduction, elle soulève la question de la modernité en fait. Tu vois, moi je pense toujours à Manet, et pour moi qui est la naissance en fait de la peinture moderne, en peinture, et qui va justement être un jalon parce qu'il se situe à ce moment où la photographie elle se développe et où du coup la peinture elle se redéfinit autrement. Donc tu vas avoir cette question justement de comment la peinture va travailler en fait contre l'image, avec l'erreur possible, avec la sensualité de la matière qui est révélée, et du coup on a chez toi quand même une utilisation des outils en moderne quelque part, puisque tu te détournes en fait de une figuration classique et académique pour réinsuffler une modernité dans la représentation. Oui, sûrement, puis c'est aussi une manière de déplacer un peu le regard, quoi. C'est en effet, je veux dire, on regarde une image télévisée, mais enfin on peut la regarder aussi d'une façon pour la relier en effet à une image impressionniste ou abstraite. Enfin c'est une manière comme ça de déplacer le regard. Et puis de regarder autour de soi, c'est censé... Je dis c'est comme Paris, plus personne ne regardait Paris, et la télévision, en effet tout le monde avait une télévision, tout ça, mais c'était amusant de pousser le truc, enfin de montrer justement plastiquement à quoi ça ressemblait vraiment. Oui, en fait, c'est de re-regarder le réel autrement en peinture. Voilà, exactement. Et effectivement, tu as donc tous ces travaux entre fin 90 et 2000 qui sont sur ces questions. Là, c'est pareil, hein, Société Générale, on a en 2004, on est dans ces considérations sur le regard que tu portes sur la vie urbaine, sur Paris. Ouais, c'est sûr. Et après, on voit que c'est beaucoup plus... Enfin, le style a beaucoup évolué, quoi. C'est plus... En effet, je me sers d'outils, puis là, l'image numérique est apparue.
ça me fascine parce qu'en effet, je trouvais que c'était un peu sinistre, les peintres qui prennent d'après-photo, c'était toujours en effet un tirage, enfin déjà un objet qui existait, alors que le numérique, tout d'un coup, les images étaient virtuelles. Et il y avait tellement de manières de les tripatouiller, de les transformer, tout ça. Enfin, ça. Puis il y a une matière aussi très particulière, enfin souvent la peinture, enfin ce qui peut être un défaut en photo, le flou, des trucs comme ça devient très joli en peinture. Et l'image numérique aussi, elle a des particularités. Enfin, des défauts quand il y a du bruit, ou enfin il y a plein de trucs qui se passent, les couleurs comme ça qui se mélangent les unes entre les autres. Enfin, mais tout ça c'était intéressant. Et, François, est-ce que tu peux expliquer comment tu utilises justement, en parlant là de ce travail, tu dis que le numérique est arrivé comme outil. Comment ça se passe en fait, l'utilisation de Photoshop, de l'ordinateur dans ta pratique, avant de passer à la peinture? Moi, je me souviens que c'est dans les années 95, je crois, où il y a un premier petit appareil numérique qui sort, Sony, là, et en effet, ça changeait complètement la donne, quoi. Ce petit appareil numérique, je pouvais le brancher sur un poste de télévision, et puis je peignais d'après en regardant mon écran de télévision. Après, c'est devenu un écran d'ordinateur. Et aussi le fait de pouvoir pas prendre en photo, mais avoir une caméra, laisser tourner les choses et tout ça. Enfin, après, ça m'a servi en effet, pour faire des portraits ou des scènes de genre, c'était de pouvoir faire après des montages à partir de toutes ces images. Une façon de télescoper tradition et modernité, en fait, ce qui a toujours été là dans ton moi je travail. pense que la forme, enfin c'est la... Je vous dis, on était, enfin moi complètement autodidacte, je suis rentré aux Arts Déco, mais il n'y avait pas de cours de peinture. Puis en effet, ce que je vous disais, avec mes camarades, on est allé au magasin de bricolage, s'acheter des pots de peinture industrielle, et puis en avant, donc ça a commencé de manière complètement, enfin très, très basique, quoi. C'était en effet des couleurs primaires, des aplats. Et puis donc petit à petit, j'ai eu envie justement de pouvoir être un peu plus enfin pouvoir, j'avais envie de peindre aussi. C'est aussi par rapport au sujet que j'ai envie de traiter. Oui, c'est ça, oui. Et en plus, ça qui m'a induit à trouver en art un peu plus... C'est intéressant parce que tu as parlé des rues de Paris, mais tout à l'heure j'ai parlé du rapport à... En fait, j'avais fait une partie sur Regard sur le monde de l'art avec ta série des biennales, mais aussi avec ces chefs-d'œuvre revisités. Et je trouvais que c'était intéressant parce que, bon, on a vu le déjeuner, mais tu vois, il y a aussi cette idée de l'utilisation de la bombe pour peindre, ce qui fait qu'on a... C'est une période aussi, en effet. J'avais été invité, il y avait eu une grande expo à Avignon pour l'an 2000. Enfin, ça avait été organisé par Jean Deloisy, et il y avait des interventions partout un peu dans la ville, et en particulier un lieu qui était une ancienne usine des transports en commun d'Avignon. Et donc avec ma femme, ma chère femme qui fait des jardins, on avait investi cette usine, et moi j'avais peint sur les murs, et elle avait créé un jardin de mauvaises herbes. Donc c'était très, très, très sympa, quoi. Et en fait, dans cette idée d'évolution, tu sais, quand tu parles de la fin des années 80 et après donc des années 90, quand tu commences justement cette série-là, en 96, les déjeuners sur l'herbe, le Gilles de Watteau, comment ça se passe, qu'est-ce qui est le déclencheur en fait de un peu comme pour les rues de Paris où tu te dis je tourne en rond, je vais changer de sujet, me renouveler. C'est quoi le déclencheur de ce travail? Si tu vois, au début aussi, j'utilisais souvent, il y avait plusieurs images dans un même tableau. Et ça aussi, au bout d'un moment, j'avais tendance à faire un cadre, là, le séparer en plusieurs morceaux. Et puis là, c'était au contraire, je me suis dit que j'aurais pu superposer les deux images à chaque fois. En effet, il y a le tableau classique, en l'occurrence le Gilles de Watteau, mais par-dessus, on voit aussi la galerie du Louvre. Et donc aussi dans les autres, là, si tu passes le concert champêtre, où là,
remets-moi le déjeuner sur l'âme. Enfin, c'est une vue de mon atelier là, qui est par-dessus. D'ailleurs, on voit 2 Gilles en train d'être peints. On voit il doit avoir mon petit téléphone. Enfin, il y a tous les objets qui traînent dans l'atelier, des pots de peinture, tout ça. Et donc là, c'est assez marrant parce que quand, regarde, j'ai en tête là, le premier atelier, tu dis que tu n'étais pas encore peintre en tant que tel, mais le premier atelier, tout est vide et on voit après la prolifération, l'imaginaire qui grandit et le style qui se... Alors pour revenir justement à ces travaux, tu dis, je te demandais l'impulsion je sais pas, il y a eu une rencontre avec des œuvres au musée, Oui, tout à fait. Enfin, il y a eu un vrai amour. Enfin, je l'avais déjà, je te disais, l'art moderne et tout ça, mais l'art classique, le Louvre, ça a été c'est venu plus lentement, mais enfin, c'est devenu une passion très forte. C'est intéressant. J'y allais, enfin, je continue d'ailleurs. Et enfin, maintenant, c'est dur, le Louvre, ça change, c'est terrible. Alors, en ce moment, le fait qu'il faille sortir par la galerie marchande, tout ça, ça m'agace, c'est terrible. Il faut faire des queues, ils ont supprimé les entrées, enfin c'est terrible. Mais enfin bon, en tout cas, à un moment, j'ai vraiment... Enfin, les endroits où je me sens le mieux au monde, moi, c'est dans les musées, à regarder des bonnes peintures. Autant en faire, c'est très douloureux, je souffre beaucoup, je dois vous le dire. mais par contre, voir de la peinture, c'est ce que je préfère au monde. Et donc, je suis allé vraiment très régulièrement au musée, au Louvre, à Orsay aussi. J'adore Orsay. C'est intéressant ce dialogue de peintre à peinture. C'est un dialogue qui fonde en fait toute l'histoire de la peinture et de tout art de toute façon. Pour l'écriture, c'est pareil. Tout artiste vient en fait d'un regard porté sur l'art du passé. Enfin, tout est... Mais ce qui est marrant, c'est que la citation en tant que telle, comme là on a des citations d'œuvres qui sont revendiquées, comme Manet, John. Ça vient à des moments symptomatiques en fait aussi dans l'évolution de l'histoire de l'art. Vous pouvez avoir, je sais pas, les années 20, le retour à l'ordre, les années 80. Et ce qui est marrant, c'est que, tu vois, par exemple, j'ai Robert Combas aussi en tête, qui dans les années 80 va faire toute une série, je sais pas si tu te souviens, de tableaux revisités justement avec Il fait évoluer cet univers inspiré par la BD, les combats, ça devient des guerres d'après la peinture antique, d'après les grands classiques et tout. Donc il y a vraiment cette... C'est une bonne série, ça, de combats, il y en a de très bons. Oui. Mais moi, c'était aussi une manière de les copier humblement, enfin, en effet, de me confronter à ce que faisaient avant les peintres, de faire des copies des maîtres anciens. C'était un peu l'équivalent de ça, ça m'a beaucoup... Là aussi, ça j'ai beaucoup appris en faisant ces peintures, qui ne sont pas vraiment des copies, mais enfin quand même, j'étais amené à bien regarder le tableau et à le voir, de bien le disséquer, bien le copier. Tu as regardé les manipulateurs d'images dans la génération des aînés. Enfin, tu sais, on peut penser aux transparences de Picabia à Alain Jacquet, tu sais, qui superposait des camouflages d'images de l'art avec... c'est aussi intéressant. Picabia, oui, complètement. Ça m'a inspiré pour ça, bien sûr. Et du coup, on retrouve dans ces œuvres une dilution du motif premier, par effet comme ça. Et donc tu utilises des écritures aussi différentes, ce qui est intéressant. Donc je disais que tu utilisais la bombe pour peindre. Qu'est-ce que ça amène pour toi dans la spontanéité du geste et de libération dans ta pratique, ce désir d'utiliser la bombe? Ouais, les nouveaux matériaux, moi, en effet, la plupart, on a commencé par peindre avec de la peinture acrylique, très basique, tout ça, mais c'est sûr qu'on faisait partie, on n'était pas graffeurs, notamment, mais on était contemporains de toute la scène graffiti, qui, eux, c'était leur outil de base, la bombe. Et donc, moi, je dis, j'étais aussi par besoin d'essayer des choses et d'expérimenter, tout ça, c'est un très bon outil, quoi, la bombe. Et d'ailleurs, tu parles de... la bombe, c'est un côté assez... C'était pas mal le petit nombril de Jésus-Christ, c'est juste un petit coup de bombe, il fallait pas se rater, je me le dis. Non, sinon, c'était sacrilège. Bah ouais, voilà, sinon c'était foiré.
Non, mais trouver des techniques, c'est sûr que je me souviens aux Arts Déco, il y avait quand même une section peinture, mais quand je nous vois avec Hervé, ça sentait la vieille térébenthine. Il y avait un côté d'apprendre une technique surannée qui en plus qu'on ne retrouve jamais. Moi, je pensais qu'il fallait trouver une forme, enfin en tout cas expérimenter et trouver des formes qui... À des moments, à une époque, je me suis intéressé, enfin j'ai plongé dans les manuels, retrouver la manière des vieux maîtres et tout ça, j'ai jamais rien très bien compris. Et puis surtout, ça donnait pas des choses très intéressantes. Même aujourd'hui, il y a plein de peintres qui peignent en effet des immeubles, enfin ça peut être Manhattan ou la tour Montparnasse, mais ils le peignent comme Corot et ça donne un côté un peu, enfin moi qui me déprime. Je trouve que la forme doit... D'ailleurs, à l'arrivée, il n'y a que ça qui est intéressant, quoi. Une forme un peu inédite. Oui, ben, tu vois, tu rejoins l'idée de la modernité, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'était un peu ça que je voulais dire. Sur la question de la réinvention des réalismes contemporains, sur la question des jeunes générations et du renouveau aujourd'hui de la peinture et de la prolifération du coup de... Ouais, là c'est revenu comme en 14, ça fait très bien. Enfin moi c'est vrai que j'ai connu enfin, toute une période, enfin c'est sûr qu'on est arrivé à la figuration libre, on était un peu les yéyés, quoi. On était un peu pris de haut, considérés comme, enfin bon c'était sympathique, mais enfin on était considérés comme un peu des jeunes conos qui par rapport à des mouvements beaucoup plus structurés, tout ça, donc assez vite, il y a eu quand même un petit rejet. En fait, il y a eu un succès qui a été une parenthèse de succès très vive. Et ça a été... Tu le vis, toi, comme tous les autres, en fait. Favier, Combas, ils disent tous ça, qu'il y a en fait très vite un oubli de l'institution, enfin beaucoup moins d'achats publics, beaucoup moins d'expositions. Il y a eu une exposition au musée d'art moderne de la ville de Paris, c'était 5 sur 5, c'était avec les peintres américains, il y avait Guy Saring, il y avait Basquiat, il y avait un graffeur, un photographe, et puis nous, de la figuration libre, mais on ne peut pas dire que l'exposition était très bien accueillie. Je me souviens que Libération avait titré la figuration en chute libre, c'était pas très gentil. Et donc, on sentait bien que les institutions étaient un peu au fond, où beaucoup de critiques, enfin bon, on est des gens qui nous ont toujours soutenus, mais enfin c'est sûr qu'il y avait quand même un petit mépris qui pouvait se faire ressentir. Mais enfin moi j'ai aucune... quand on dit que la peinture était rejetée, tout ça, moi justement je suis très content d'avoir évolué dans ce climat où il a fallu en effet répondre à ça, quoi. Vraiment, c'est dingue quand on y pense, parce que les gens, enfin la majorité, c'était comme un fait acquis que la peinture c'était fini. Le truc hallucinant qui existe depuis la grotte Chauvet, depuis je ne sais pas combien de milliers d'années, mais tout d'un coup en 96, 97, là il y avait des conos qui ont décrété que vraiment qu'il n'y avait plus rien à faire, que c'était réactionnaire, que c'était... En effet, maintenant, il fallait faire de la vidéo, de la photo, enfin que... Bien que de faire de la peinture, c'était je dirais, réactionnaire et désuet, et que tout avait été fait, tout ça. Donc moi, j'ai essayé de répondre à ça avec mes petits moyens, donc c'est pour ça que j'ai essayé de trouver à la fois des sujets inédits. En effet, Paris, 1980, les années Chirac, ça n'avait jamais été peint. C'est pour ça aussi que j'ai peint les grandes manifestations d'art contemporain. C'était à la fois oui, d'ailleurs. Les biennales, je voulais t'en parler. Je voulais juste que tu parles de ce travail, le festin des dieux. Ah, parce que du coup, tu utilises aussi des collages. Bon, c'est une toile à part, mais le marrant, c'était pour un... Oui, je trouve qu'elle est un peu atypique par rapport au reste, et du coup, je voulais la montrer. C'est 2019. Ouais. Non, c'était pour un truc de charité, cette affaire, c'était Garostock. Donc il fallait faire une toile pour un restaurant, je sais pas pourquoi. Enfin, le sujet c'était les festins, donc j'ai fait celui-là, c'est à partir d'une toile aussi, d'une toile maniériste. Et on retrouve cette utilisation des écritures différentes qu'on peut en voir ici et là.
Et alors du coup... Enfin, dans celle-là, où il y avait plein d'enfants, c'était... On remet là 2 minutes, là. Pardon, non, pardon, excuse-moi. Enfin, j'avais fait des petits collages, tout ça. Enfin, je l'ai fait qu'une fois, mais c'était en effet ce qu'il y a sur les téléphones, comment est-ce qu'on appelle ça, oui, les émoticônes. Les émoticônes, exactement. Il y a plein d'émoticônes. Enfin, c'est un peu là. Ouais, enfin, c'était censé être rigolo. Bon, ça, ouais. Et après, tu parlais tout à l'heure, je t'ai coupé de la série des biennales. Oui, la série des biennales aussi, c'était... Là, vous avez la série des biennales, quoi, qui s'étend sur plusieurs... Ouais, j'ai dû commencer en 99. Et La jusqu'à première 2014. fois, je suis allé j'avais jamais été en 99, je crois, à la Biennale de Venise, avec ma petite caméra DV. C'était en mode commando, là, je prenais le train à la gare de Bercy le soir, j'arrivais le matin. En plus, à l'époque, c'était la crise, tout ça, j'avais pas beaucoup d'argent. Donc je passais même pas une nuit à Venise, j'arrivais le matin par le train, et puis toute la journée à déambuler dans la Biennale. Et puis le soir, je reprenais ma petite couchette. Mais enfin, c'était là aussi un sujet, à la fois c'est un vieux genre dans la peinture, les vues de musée, il y a plein d'exemples. Daumier, enfin, Boilly, tout ça, enfin, il y a plein de peintres qui ont peint les cabinets de curiosité, tout ça, puis c'était un truc complètement laissé à l'abandon, donc, puis dans le même temps, elles avaient changé les expositions de peinture, et c'était en effet souvent dans des lieux spectaculaires comme à Venise ou ailleurs, enfin ça c'est Venise, ça fait partie des premiers. Et donc de peindre ces espaces, tout ça c'était grisant, la vidéo, enfin, il y a plein de matières, des éclairages, tout ça très, très... Là aussi qui me réveille les glandes salivées. Et donc voilà, j'étais content de cette série. Mais là aussi dans le principe aussi de faire de la peinture de genre, ce qui était complètement laissé à l'abandon, c'était ringard de faire de faire des vues de ville ou des... Oui, bien sûr. Enfin, plus personne... ça de ressortir ça, c'était plutôt... pour moi, c'était une manière justement de pouvoir un peu renouveler ça. Bah, en fait, ce qui est complètement délirant, c'est que c'est les sujets qui font de l'histoire de la peinture. Mais ce que tu dis sur le rejet, ce qui est fou, c'est que ça dure jusqu'à d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Et même, moi, je suis née en 78, donc il y a des artistes qui sont beaux-arts de ma génération au début des années 2000, qui vivent encore cette situation de rejet, de traiter des sujets ancestraux, en fait, comme si la peinture avait raconté autre chose que l'amour, la mort, le regard sur le réel. Et en fait, c'est complètement délirant, cette perception de l'art. C'était une vraie idéologie, en effet, avant-gardiste, où c'était en effet... enfin, le seul critère était de renouveler, faire du nouveau, c'était un peu mortifère, quoi, forcément, au bout d'un moment, je sais plus ce que je voulais dire, mais là... Sur les sujets, parce que tu parlais des sujets, puisque c'est vrai que c'est des sujets tabous, tu vois, par exemple, je pense à Denis Laget, là, qui fait partie de cette génération des années 80, qui parlait de sujets tabous pour renouer avec les anges, donc tout cette iconographie chrétienne, et effectivement, mais bon, finalement, c'est une façon de montrer que les sujets se réinventent sans fin, et avec un renouvellement des formes. Et alors, dans cette... Oui, par contre, tu vois, je vois là, on est sur Pavillon Britannique 2014, je vois huile et acrylique sur toile, et en fait, du coup, à quel moment dans ton travail, puisqu'on parle des outils, tu passes, parce que tu commences à l'acrylique, hein, les années 80, tout ça, pourquoi si tu passes à l'huile et qu'est-ce que ça amène de plus, de moins, l'huile par rapport à l'acrylique dans ton... Non, c'était pour explorer tout ça. Là, maintenant, aujourd'hui, je suis revenu à l'acrylique. Mais enfin, j'ai eu envie de me confronter à ça. Mais enfin, c'est justement là, enfin, c'est trop galère la peinture à l'huile.
Il y a trop de, on ne sait jamais très bien ce qui va se passer. Tout d'un coup, là, il y a un endroit qui est mat, puis à côté c'est brillant, tout ça, enfin, ça me rendait fou. Donc, mais enfin bon, j'ai beaucoup appris. Et alors, dans ces renouvellements de techniques et de sujets et d'outils, il y a un moment qui est très important, c'est la façon dont tu détournes le cinéma et tout le travail que tu fais d'après Passion de Godard. Ouais, c'est un film de Godard, ouais. Oui. Dans ce film de Godard, on a pas mal de références à l'histoire de la peinture, de la croix à Ingres. Oui, ça montre une équipe de cinéma qui dans un studio qui refait des tableaux vivants à partir de grands classiques de l'histoire de l'art, comme la petite baigneuse de Ingres ou l'entrée des croisés à Constantinople de Delacroix, enfin il y en avait plein d'autres. Mais enfin bon, c'est sûr que c'est une histoire un peu particulière parce que c'est ma chère épouse que je ne connaissais pas à l'époque qui avait été engagée justement pour faire la petite baigneuse et participer au tableau vivant. Donc moi, nous, on s'est rencontrés 15 ans après, mais enfin moi, je me définis comme fan numéro 1 de ma femme. J'adore ma femme, elle a bien de la chance, cette dame, d'être idolâtrée après tant d'années de mariage. Enfin, je ne sais pas si vous êtes mariés. C'est sûr, on est mariés tout officiellement. Enfin, donc, je regarde. Enfin, c'est sûr que ça me fascinait complètement de voir ces images où à la fois c'était elle et le tableau de Delacroix, tout ça. Puis donc je regardais ça, en effet, fasciné. Et puis dans le film, c'est très amusant parce que les tableaux, on les voit jamais en entier, quoi. Il y a une scène, en l'occurrence, la petite baigneuse arrive, et puis elle vient s'asseoir. Mais le tableau original, la composition du tableau original n'est jamais montrée. Donc moi, c'était un petit défi. Enfin, ça m'amusait. Je me suis bien régalé avec tout ça, de retrouver la composition originale du tableau à partir de la petite scène. Tu inverses en fait Godard. Il transpose en cinéma la peinture, toi tu transposes le cinéma Ouais, il y avait ce côté un petit aller-retour. Cette idée d'aller-retour. C'était chouette de peindre les studios de cinéma. Justement, tu disais au début, mes parents, petit, je me souviens d'être venu, ça a été tourné dans les studios de Billancourt qui ont disparu maintenant. Mais donc, j'avais quand même des petits souvenirs. Enfin, c'était chouette de peindre un studio de cinéma, des projecteurs, des décors un peu fins, tout ça. En quoi tu penses que le cinéma, en dehors là du fait que tu y fais une référence directe, a nourri ta manière de peindre? On pense souvent au montage quand on pense au cinéma, l'idée des montages temporels, Tu penses que ça a sous-tendu pas mal de choses dans ton rapport à la peinture? Non, mais comme la peinture classique, tout ça, puis même la force de certains films qui, en effet, vous marquent à vie. Moi, c'était en effet enfant, c'était d'abord, on parlait de cinéma chez moi, donc ça, et puis je continue à être passionné de cinéma. Tes premiers amours, du coup, en termes d'art, d'image artistique, c'est d'abord le cinéma, avant la peinture? Oui, sûrement, enfin, c'était en effet plus... Et qu'est-ce que c'était tes premiers amours en cinéma, quand tu étais enfant? Bon, plein de choses, je sais pas, Les Enfants du Paradis, non, 50 000 films. Non, c'était, en plus, on me montrait des choses assez pointues, quand même, Fassbinder, Tous les hommes s'appellent Ali, ça je vous conseille, un des plus beaux films, c'est beau, ça c'est super. Et puis plein de... Puis je connaissais, ma mère était très liée, par exemple avec Philippe Garrel, ça m'a beau... Moi j'avais 12 ans, c'était impressionnant de voir Philippe Garrel qui à l'époque était avec la chanteuse Nico, là, tout ça, il venait à la maison, c'était sympa, il prenait de l'héroïne joyeusement. C'était trash, c'était bien.
Et du coup, Godard, alors, quand est-ce que tu le rencontres? Moi, le cinéma de Godard. Le cinéma de Godard, oui, bien sûr. Enfin, si. Non, enfin, ma mère était quand même, elle avait failli travailler avec lui à un moment, mais enfin, il fait un peu peur, Godard, il m'a impressionné. Mais enfin, c'est sûr, Pierrot le Fou, tout ça, c'est enfin, là aussi, il y a beaucoup de références à la peinture. Tu avais un intérêt pour, quand tu fais ce travail, tu as un intérêt pour Godard en tant que cinéaste. Bon, c'est vraiment plus ce film en particulier. Parce que là, il y a des peintres qui sont... Parce que c'est lié à l'histoire de la peinture. Du coup, ces peintres de Lacroix, Ingres, qui le regardent, tu les as beaucoup regardés? Oui, également. Non, puis en effet, dans le Delacroix, je ne sais pas si vous voyez, l'entrée des croisés à Constantinople, ou je sais pas, où la petite baigneuse de Ingres, là aussi, elles ont changé, enfin, c'est plus les mêmes esthétiques. Enfin, pour un corps féminin, c'est sûr que c'est pas. Enfin, on regarde ça d'une manière différente, quoi. Je retrouve pas le terme, mais les normes ont bien changé, donc c'était super de revenir plus de. Enfin, ouais, ça c'était marrant, le petit pendant le précédent. Je m'inspirais il y a un livre d'André Chastel très joli sur les gestes dans la peinture, et donc là je m'étais amusé à justement retrouver un peu tous ces gestes là où on pointe, on fait chute, on prie, on compte, on est là l'homme à gauche là qui réfléchit, tout ça, enfin Enfin, ça a été ça m'a pris un petit moment, mais c'était une série passionnante. C'est Dominique Blanc là, qui était encore figurante à l'époque. On entamait sa belle carrière. Et là, du coup, comment tu travailles avec les outils? Les outils numériques. Le numérique n'aurait pas existé, j'aurais pas pu le faire, quoi. Là, en effet, j'avais une copie du film et sur mon ordinateur, je pouvais joyeusement couper, prendre des scènes. Puis souvent, ça m'obligeait, en effet, à retrouver des compositions. Là, par exemple, dans cette scène, les pieds sont coupés, tout ça, la caméra bouge, tout ça. Donc, à chaque fois, c'était un petit travail comme ça de réussir à remettre en une seule image toute la scène du film. Ouais, donc il y avait ce petit défi, quoi. Ça pose la question du mouvement, du mouvement du cinéma. Ouais, non, forcément, c'est plus archaïque la peinture. Ouais. Et on retrouve d'ailleurs dans les œuvres que j'ai mis juste après. Ouais, ça n'attend juste la précédente. Enfin, là, c'est vraiment parce que la petite baigneuse de 1, il y a plusieurs versions enfin, il y a d'abord la baigneuse de Valpinçon là, qui fait quand il est à la ville de la Médicis, quand il est près de Rome, puis c'est fascinant parce qu'il y revient 20 ans après, il fait cette version, enfin là c'est vraiment la composition qu'on ne voit pas dans le film, c'est coupé à peu près au niveau du dos, enfin la caméra bouge, tout ça, donc c'était amusant de retrouver, en effet, de replacer les personnages comme dans la toile originale de Ingres. Et je trouve qu'en termes de choix, pour moi, là, ces œuvres-là qu'on a sous les yeux, elles sont tellement représentatives de ce que la peinture elle a de sensuel, de rapport au regard, en fait, au voyeurisme, à l'idée de regarder. Non, c'était un sujet en or, ça, c'était un don du ciel d'avoir joli. Et en effet, j'aurais... Et l'idée du cadrage, du coup, aussi. Du hors-champ. Complètement. Enfin, c'est là où il a fallu, en effet, le sujet m'est apparu, c'était super excitant, mais à la fois, après, quand il faut faire la peinture, il faut arriver à faire le modelé du sein, et ce genre de plaisanterie, ça demande, enfin moi ça m'a demandé des petits efforts, quoi, en effet, de dessiner, d'essayer de trouver des techniques. C'est là aussi le numérique, en regardant comment fonctionne une image numérique, enfin il y a tous les réglages qu'on peut faire avec Photoshop, tout ça, enfin le fait de... C'est assez dément.
Et comment tu il aurait été fasciné de voir ça, parce qu'en effet, on peut décortiquer une image d'une manière insensée, quoi. Donc, Bah, moi, l'utilisation. je me suis trouvé une technique pour la carnation, tout ça, et vraiment en disséquant, en analysant vraiment très profondément comment une image. Et comment tu te positionnes, toi, par rapport à la projection, du coup, à la Projection sur la toile quand tu vas peindre? Enfin là, toi, sur dessiner, hein, je te dis, moi, je me fais une petite composition dessinée, et après je la reporte sur la toile. Ça peut être une mise au carreau, ça. On peut faire ça comme ça. Il y a plein de. Parce que tu as mis au carreau, mais tu as beaucoup de peintres aujourd'hui qui fonctionnent par projection, soit Ouais, par moi épiscope, aussi, soit par... je peux le faire, mais enfin, des fois, c'est pas tellement le plus efficace. Oui, oui. Les gens, c'est toujours en effet la photo projetée, enfin, le dessin, c'est pas le problème, c'est très facile. Ça existe depuis l'Antiquité, d'avoir une grille avec des carreaux, et vous reproduisez n'importe quel dessin de manière complètement exacte, quoi. Mais même ce qui est plus compliqué, c'est en effet de rendre une carnation, une petite atmosphère, tout ça, c'est beaucoup plus aléatoire. Même l'utilisation des outils, de la caméra obscura ou de tout ça, c'est utilisé par les peintres aussi de manière. Oui, complètement. C'est sûr que c'est pour ça que c'est un peu réducteur d'après photo. C'est sûr qu'on n'a pas dit grand-chose quand il y a tellement de manières de l'utiliser. Moi, en plus, le fait d'avoir commencé justement en peignant d'imagination, enfin de manière comme ça très archaïque, c'était pas mal, parce que c'est sûr que la peinture, c'est en effet, vous prenez un pinceau, vous le trempez dans la peinture, puis vous le déposez sur la toile. Quand vous le faites au bout de 40 ans, tout ça, il y a un truc, vous avez une petite... c'est jamais neutre, quoi. Une peinture, c'est jamais neutre, et donc, de savoir, c'est ça qui reste, en effet, la définition de Maurice Denis, quoi, je vais pas la retrouver, mais... Oui, les formes assemblées sur une surface c'est ça, plane. Ce n'est pas un cheval de bataille, ni une femme nue, mais des surfaces, de la pâte colorée étalée sur une surface, et tout est parlant. C'est comme un tableau, c'est comme une scène de crime. C'est vraiment, il y a des indices partout. La moindre petite touche, tout se voit comme venir au milieu de la figure. Vous voyez si le peintre il croyait en ce qu'il faisait, s'il a pris des risques, si au contraire il est. Enfin, c'est assez fascinant, parce que ça, en effet, c'est indicible comme peut l'être une musique, mais c'est super parlant, quoi. C'est vraiment... Et dans l'utilisation des outils, François, il y avait cette série aussi des portraits. Ouais. Des uniformes où tu vas utiliser la caméra HD pour filmer, et après tu utilises les rushs, c'est ça, pour faire tes peintures. Donc on est là pareil. Ça c'est justement un peu, c'était après Passion, où c'est la chère Madeleine que vous avez vue. Oui, on a des petits clins d'œil à la génération Madeleine Roger-Lacan. Non, c'était après Passion, où, en effet, là j'ai eu envie de faire mes propres images, de créer mon petit film, quoi, mon petit théâtre, tout ça. Puis c'est venu à un moment où j'ai eu envie de peindre, là c'est ma nièce en l'occurrence, mais il y a beaucoup dans le tableau précédent, là, si tu le remets à mêler, le tableau de groupe. C'est que des étudiantes et étudiants des Beaux-Arts. Oui. C'est Nathanaël Herbelin au premier plan, Apollonia Sokol, Cécilia, il y a Madeleine qui est sur la droite, mais là, elle est coupée. Enfin bon, je les côtoyais aux Beaux-Arts, j'ai trouvé qu'elles étaient à peindre, c'était très amusant Puis j'avais envie de mieux les connaître, tout ça, donc j'ai trouvé cette bonne manière de les faire poser, en plus de les faire poser, justement, de leur mettre des uniformes, et d'inverser un peu les rôles. En fait, ça s'inspirait
là aussi d'une peinture de genre hollandaise, les peintures de corps de garde. On n'en faisait plus beaucoup. Et donc ça s'inspire, en effet, là en l'occurrence, c'est vraiment inspiré d'une petite peinture hollandaise où on voit des militaires et une jolie serveuse qui le ramène à boire. Donc c'était rigolo d'inverser les rôles. Là, elle martyrise ce pauvre Grégory qui est aussi un ancien des Beaux-Arts, très doué. Et puis moi c'était vraiment là, pour le coup, je me suis dit, enfin tout ce que j'avais envie, ce qui m'amusait de peindre, quoi. En effet, des beaux uniformes rutilants, c'est magnifique, jeune fille, c'est des outils de jardinage aussi, je leur attribuais. Il y a 2 tableaux aussi, enfin vraiment j'étais assez, enfin je m'étais rien refusé, j'avais fait même ma galerie avait accepté, j'avais loué par les loueurs de cinéma une vache et un âne. Donc ils sont venus, je ris tout seul, excusez-moi mes propres plaisanteries. Mais enfin un âne et une vache sont venus à mon atelier, c'est très sympa, à Montmartre. Et donc, tu l'as pas les tableaux? Non, je l'ai pas. Vous regarderez sur mon site pour ceux que ça intéresse. C'était Nina et Trottinette, elle s'appelait l'âne. Et donc moi, c'est là aussi très sympa de peindre un âne, de peindre une vache. J'avais fait une crèche, c'était pour faire une petite nativité avec le bœuf et l'âne. Oui, et tu as toujours aussi le télescopage du coup avec ton humour, enfin avec en tout cas un attachement à la réalité triviale, quoi, avec des détails, tu vois, au niveau des attributs, bien sûr. les tours de piscine, le taille-haie. Ouais, tout à fait. Non, les chaussures d'Apollonia, très particulières. Enfin, il y avait des petits trucs un peu anachroniques comme ça. Mais... Et c'est marrant parce que là, on retrouve la question de la génération. Tu parlais de Grégory de Rennes, je pense, c'est ça, de Apollonia Sokol, de Nathanaël Arvelin, de Madeleine Roger-Lacan, qui sont donc des artistes de nouvelle génération. Ils étaient tous au Beaux-Arts, tu vois, dans les années... Et qui travaillent à renouveler aussi le champ des figurations en peinture. Non, complètement. Il y a eu un petit moment béni au Beaux-Arts, enfin tout d'un coup, je te dis, c'était très plombé. Moi, je suis arrivé en 99, c'était en effet, bon, on m'a quand même confié un atelier de peinture, tout ça, mais c'était, c'était dur, quoi, pour chaque année au Beaux-Arts, quand les étudiants sont diplômés, il y a ceux à qui on donne des félicitations, et ceux-là ont droit à une exposition dans le Palais des Beaux-Arts, mais là, en l'occurrence, c'était rarissime qu'un peintre soit félicité, donc il y avait un côté quand même un peu ostratisé, il faut bien le dire. Et là, au début des années 2000, tout ça, tout d'un coup, il y a une génération, ça a commencé avec... Et là, pour le coup, avec des filles, quoi, c'est ça qui était chouette, avec 2010, des personnalités très fortes. Ouais. Oui. Ça commence avec Claire Tabouret, la plus médiatisée aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Vous savez qui va faire les vitres de Notre-Dame et tout ça, elle fait partie effectivement un peu des artistes jalons comme ça. Moi je n'ai pas connu, elle a dû sortir quand j'arrivais. Et là, les filles viennent après Claire. Claire, elle est pas vieille. Mais du coup... Mais enfin là, tout d'un coup, il y a eu vraiment un vent nouveau. Et des filles et quelques garçons qui ont fait vraiment des travaux vraiment super. Quel regard tu portes, toi, sur le fait que donc aujourd'hui, il y a un renouveau des pratiques figuratives, il y a beaucoup de peintures dans la jeune génération, par rapport à cette question des outils, parce que tu vois, quand on pense là aux jeunes artistes qu'on a évoqués, il y a une filiation et un désir, comme tu l'as fait toi d'ailleurs, de renouvellement, d'utiliser les outils, mais d'une façon à réinventer en fait le champ de la peinture. Grégory aussi, c'est pareil, il utilise la photo d'une façon singulière. Et du coup, quel regard tu portes toi sur le côté peut-être plus négatif d'une peinture qui renouerait, tu disais tout à l'heure peindre comme Corot, moi j'ai l'impression aussi qu'il y a tout un champ de la peinture qui renoue avec une forme d'académisme en fait, de peinture classique dans la façon de peindre. Tu ressens ça aussi toi en tant que peintre aujourd'hui,
face à cette. Oui, c'est sûr que je suis vague. moins sensible, mais enfin bon, c'est sûr qu'il y a beau. Enfin, c'est pas le cas de tous, il y a vraiment dans cette génération, pas seulement chez les filles, je sais pas, Jean Clarac par exemple, Oui, qui a Jean vraiment Clarac, une vraie écriture. ouais. Madeleine, elle a une écriture vraiment super personnelle, elle donne une forme vraiment originale, quoi. Oui, Madeleine, elle est dans une écriture très Madeleine, en plus, matiériste, sur les complètement. matériaux hétérogènes. Puis sa palette est très large, elle Ouais. est capable de faire des trucs, des petits graffitis très lancés ou des fois des peintures super évoluées. Ouais. Et enfin, Jean Clarac, lui, il a une écriture plus. Ouais, il fait ça, c'est très joli aussi, Jean Clarac, il fait des. Mais c'est une façon de renouveler effectivement le réalisme en peinture. Et Ouais, alors je voulais complètement. qu'on termine l'échange ce soir, François, sur les travaux donc de portraits qui sont en lien avec les saints. Et donc j'ai mis l'inquiétude du temps, Madeleine, avec la présence des saints représentés, le portrait mais aussi l'autoportrait. Et du coup, la question de la mélancolie, de la vanité, du temps qui passe, et cette présence donc de Saint François en extase, qui était représentée dans la dernière rétrospective que tu as faite en fait, au musée de Sète en 2022. Musée de Paul Valéry, ouais. Et du coup, on a dans ce travail la question du religieux qui est évoqué, de la méditation, de la mélancolie, de la vanité. Comment ça se passe cette question à ce moment-là, du temps qui passe Oui, ça c'était aussi retrouvé de jouer en effet avec la tradition enfin, des peintures, des peintures religieuses, essentiellement des vanités, de revisiter tout ça. Là pour le coup c'était plus, il y avait un seul personnage féminin, en l'occurrence Madeleine, Sainte Madeleine. Et puis différents types masculins, il y avait un enfant, un vieillard, là vous avez vu passer, c'était mon cher beau-père. Mais c'était là aussi de confronter, là c'est vraiment tiré d'un tableau de Delatour, enfin qui n'existe plus, il n'existe plus qu'une copie qui est au musée du Mans. Et qui en ce moment, à l'exposition de Latour, s'il y a une exposition à voir en ce moment, c'est l'exposition de Latour à Jacquemart-André. Ça, c'est vraiment. Enfin, moi, c'est un de mes peintres que j'idolâtre. Et donc, il y avait un tableau comme ça, avec c'était le titre du tableau, c'est pas très rigolo, c'est un moine veillant sur un autre moine agonisant. Donc j'avais repris, puis dans le tableau en question, il y a une espèce de chevalet, tout ça. Enfin bon, voilà, puis c'est mon cher assistant, justement, dont on parlait, Grégory Dorel, qui, puis de représenter un échafaudage, enfin une espèce de projecteur vidéo. Et il y a la question de l'autoportrait en début de diapo. C'est pas facile les autoportraits, justement, puis là. Tu avais fait un autoportrait dans les années 80 ? Oui, ils étaient très stylisés. C'était vraiment stéréotypé, quoi. Oui, complètement. Oui. Alors que là, en effet, c'est plus réaliste. Mais enfin, c'est un sacré problème, les autoportraits. Là, justement, la solution de faire des saints, donc c'est Saint François. Saint François est regardé au ciel, donc il suffit juste d'essayer de regarder le plus au ciel. Alors que si j'avais marqué au autoportrait où je prenais un air pénétré en vous regardant, c'était l'échec assuré. Alors que là, par cette petite enfin voilà, de se présenter en saint, quoi. C'était une bonne formule. Et je cherchais, pour terminer, là, oui, c'était Pierre Bergogneau, l'écrivain qui a écrit sur toi, qui parle justement de ce travail et de l'inquiétude, en fait, qui sous-tend quand même qui peut sous-tendre ta peinture, et comment la couleur, en tout cas peut-être des débuts, était une façon de contrer cette inquiétude, ce côté sombre qui est présent et qui ressurgit peut-être dans cette série. C'est rigolo, hein, moi je pense que il y a toujours effectivement beaucoup d'humour.
Non, parce que le grand autoportrait, là, ça, en effet, si tu le remets, je suis en train de... je suis en train de me droguer. Enfin, il n'y a que des adultes ici. Hein, donc, c'est des ballons dans lesquels on met, vous voyez, ce qui tient là, c'est un espèce de vaporisateur qui diffuse, enfin qui gonfle un ballon rempli de cannabis. Oui, ça peut être. Donc à la fois, je ne suis pas en extase, mais je suis plutôt un pauvre camé. Enfin, avec la tenue, ça me fait penser à un tableau de Palavi qui a repris la tenue des Gilets jaunes aussi dans un tableau. Ouais, voilà, c'était pour moi, j'étais content de prendre une combinaison fluo. Puis à chaque fois, plutôt que dans les tableaux de Sainte-Madeleine, en l'occurrence, elle a toujours un crâne. Et justement, là, Sainte-Madeleine, elle méditait sur un casque de vélo. Vous voyez, dans chaque tableau, il y a un petit casque de vélo qui peut se relier au crâne. J'avais pas envie de peindre des crânes, moi, ça me... Puis vous voyez, dans le tableau derrière, c'est le tableau de la série Passion. C'est la grande entrée des croisés à Constantinople. Que je voulais le faire le format original, c'est 4 mètres par 5. Donc je l'ai commencé, mais je ne l'ai jamais terminé. C'est bien triste. Mais enfin bon, il est rangé dans ma réserve. Peut-être un jour. Enfin, vous reconnaissez, il y a le profil de ma femme, enfin, en effet, de la victime qui se penche sur l'autre victime. Bah là, ce parcours sur... plusieurs décennies de travail, ça nous a montré comment tu as pu renouveler tous les genres de la peinture. Une nouvelle série. C'est ça que je voulais te demander pour terminer sur ce qui te meut toujours à l'atelier et ce qui est... Ça, en effet, trouver... Et là, enfin, ça fait déjà depuis 2 ans et demi que je travaille. Normalement, ça sera présenté à Paris dans la galerie Maya Muller au mois de fin mars. Et ça s'intitulera Ouvrages d'art. Et ça, les ouvrages d'art, c'est les ponts, les viaducs, les digues et tout ça. Et donc, voilà, c'est ça. C'est le viaduc de Millau, le port de Sète, le Mont-Saint-Michel, des trucs comme ça. Mais enfin, justement, j'aime bien le côté ouvrage d'art, parce que l'ouvrage d'art, ça induit des travaux d'ingénieurs et d'architectes. Et justement, dans ces travaux, je pousse le réalisme. Enfin, là aussi, j'ai encore évolué dans ma technique. Donc, il y a beaucoup d'ingénierie, comme on dit. Et là, tu explores quel type, justement, de technique, d'outils? J'essaye d'en inventer des nouvelles. Il y a une nouvelle peinture, enfin, qui est destinée aux graffiteurs, une peinture allemande, des peintures Molotov. Et donc, c'est des peintures à la fois complètement liquides, mais qui sont d'une matité et d'une opacité incroyable. Donc, c'est très joli, on dirait de la fresque. C'est un côté comme ça, un peu poudreux, très bien. Ça a la même matière. Et donc avec ces peintures, j'arrive à présenter. C'est des petits défis, parce qu'en effet, il y a la Tour Eiffel, par exemple, ou enfin, des trucs qui sont impossibles à peindre. Là, en ce moment, j'ai commencé Notre-Dame sous les échafaudages, par exemple, un très bon sujet, c'est magnifique, on dirait. Mais enfin, je suis pas sûr de... La nuit, des fois, ça me réveille que je ne vais pas y arriver, quoi. Il y a beaucoup d'échafaudages. J'ai fait puis des sujets amusants. Il y a Avoriaz 1800, je ne sais pas pour les connaisseurs. Enfin, ça me fait rire. Et ça renouvelle le vieux sujet en peinture, le chalet montagnard. Mais enfin, Avoriaz 1800, c'est des endroits qui n'existaient pas il y a 40 ans et qui risquent de disparaître dans encore moins de temps. C'est la question du renouvellement perpétuel des sujets et des outils. Oui, c'est sûr. À la fois de retrouver aussi ce qui a toujours, je te dis, des sujets vieux comme la peinture. Ouais. La neige, c'est sympa de peindre la neige, hein, c'est très amusant. Et donc là, j'ai l'impression de trouver des fois des petites manières un peu inédites et nouvelles de la représenter. Enfin, je te dis, grâce aux outils qui sont à notre disposition, moi je vois pas pourquoi
dans tous les domaines, la révolution numérique a apporté des choses nouvelles. Donc, en peinture, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas aussi Bah le écoute, cas. moi ça me semble assez C'est cohérent, logique. comme pour la photo. Et Oui, comme pour, exactement. La photo, ça a apporté aussi si tu regardes, ouais, de nouvelles ouvertures oui, à la peinture. qu'en fait l'idée d'une mort prétendue de la peinture c'est complètement délirant si on regarde ce renouvellement Oui, là, non, permanent. mais maintenant c'est fini. Ça, La peinture elle absorbe, elle digère, elle se renouvelle en fait c'est sans sûr, arrêt. c'est Quoi. sûr. Mais enfin, moi, j'ai jamais été très amer, ou en fait, je me suis jamais plaint. Je te dis, moi, ça m'a plutôt servi en effet, je te dis, ça m'a poussé à Ouais, je pense trouver, ouais. justement, pour répondre aux gens qui pensaient que tout avait été fait en peinture et tout ça. Moi, ça Oui, ça c'est stimule. comme pour la bicyclette. Moi, à l'époque, personne ne faisait de bicyclette. C'était très sympa de faire de la bicyclette. À Paris, maintenant, enfin, même s'il y a des pistes cyclables, c'est chiant de faire de la bicyclette. Enfin, ça, c'était mieux avant. et donc, moi, ça ne me dérangeait pas du tout quand la peinture restait ostracisée. J'avais suffisamment d'amis, de gens avec qui on parlait. C'était plutôt. Oui, et moi, plutôt je pense sympa, qu'il faut. quoi. Je pense que maintenant, il faut effectivement. Une fois que c'est dit, c'est dit. Ouais, Mais c'est sûr. il faut mesurer aussi que vous avez quand même tous, en tout cas pour ces générations-là, eu la chance aussi d'avoir le soutien d'autres lieux, de collectionneurs fidèles qui vous Bien ont, sûr, et puis vraiment. d'intellectuels aussi Bah, avec ouais. qui vous avez échangé. Vous Le avez... musée des Sables d'Olonne, en l'occurrence. Et le musée des Sables Sables d'Olonne, C'était en 2012, c'était pas la fête à la peinture. Enfin, le musée des Sables d'Olonne, ça c'est sa singularité. Il a défendu la peinture toujours. Oui, il y a Bon, pas c'est mal pareil, de- c'est magnifique. d'expositions qui ont été faites. Bon, mais en tout cas, on vous remercie pour votre présence ce soir. On espère que vous avez tous et toutes entendu nos propos, les propos de François surtout, sans micro. Et, Ouais, ça allait, je peux répéter si. on vous dit à bientôt pour les prochaines rencontre. Merci François.